Bien. Bonjour à tous. Merci d'être présents à ce webinaire dédié à la géolocalisation et aux questions et problèmes techniques que cela peut poser, ou en tous les cas, les solutions qui peuvent être apportées pour affiner, améliorer, peaufiner les questions dites de géolocalisation indoor ou outdoor. Donc, ce webinaire s'inscrit dans notre cycle annuel et qui constitue euh, bah, alors là, combien ça fait? Donc, ce webinaire du mois d'octobre, voilà. Nous en aurons un autre le 18 novembre sur les blanchisseries industrielles, il va de soi, et le 25 novembre sur la sécurité des données, et le 9 décembre sur le retail ou la grande distribution. Donc, je vous invite à vous y inscrire gratuitement sur notre site, et Mélanie fera passer les liens que vous pourrez copier sur Zoom dans le bouton en bas qui s'appelle discussion. Donc, première question, si vous pouviez répondre ou en tous les cas donner votre sentiment sur la qualité de l'image et du son dans l'onglet discussion en mettant OK, tout va bien, welcome, etc. ou bien lever la main, ça nous rassurera. Sinon, donc nous allons avoir l'honneur et l'avantage, si je puis dire, d'accueillir 3 entreprises adhérentes de ConnectWave, qui sont des spécialistes et experts dans les domaines de la RFID, à savoir Editag, la société Editag, qui sera représentée par Frédéric Pitou. Ensuite, et qui nous parlera de géolocalisation et suivi des flux et équipements en temps réel, géolocalisation et IoT, et quel avenir dans le RTLS hybride, et à travers des cas d'usage, parce que ce qu'on privilégie et ce que l'on demande aux intervenants, c'est de montrer des cas d'usage et des retours d'expérience de leur propre expérience. Ensuite, la société Zebra, que l'on connaît bien, fabricant et fournisseur de matériel et systèmes RFID, avec M. Christophe François et M. François Michaudet. Bonjour. Voilà. Et puis, bonjour. Ensuite, last but not least, la société CIPAM, avec Vincent Routaboul, qui présentera des cas d'usage où la géolocalisation offre une visibilité complète des actifs, etc. Bonjour. Donc, écoutez, sans perdre plus de temps, on va essayer de tenir le timing pour ne pas trop s'écarter de midi 15 pour clôturer ce webinaire. Et donc, je donne la parole à la société CIPAM avec Vincent Routaboul. Bonjour à tous. Donc je suis Vincent Routaboul, le directeur de la société CIPAM, pour ceux qui ne connaissent pas encore, membre de ConnectWave. Et donc je vais vous parler effectivement de géolocalisation en milieu industriel. Alors je vais partager mon écran dans un premier temps, comme ça vous pourrez voir les slides en espérant que tout le monde le voit bien. C'est parfait. Très bien. Eh bien, je vais commencer pour ne pas perdre de temps. Alors, CIPAM, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est une société qui a été fondée en 1993. Alors, effectivement, Philippe ne l'a pas précisé, mais le tour de table des panélistes pour ce webinaire, je crois, comprend à peu près tous les pionniers de ces technologies et de ces familles de technologies qu'on regroupe au sein de l'appellation RTLS. Et donc, CIPAM, historiquement, a été fondé très tôt dans les années 90 pour utiliser les technologies sans fil, alors à la base RFID pour l'identification des produits, mais est venu très vite au cours de son histoire vers les techniques
de localisation pour proposer des solutions aux industriels afin de gérer au mieux leur traçabilité et leur flux. Comme l'a dit Philippe, nous sommes adhérents historiquement du CNRFID et de ConnectWave. Et donc, nous essayons de participer à l'animation de la communauté qui regroupe ces technologies RFID et RTLS. Et donc, en ce sens, vous le verrez qu'il y a des ponts tout à l'heure au fil des présentations, mais on connaît bien tous les intervenants de cet écosystème-là. En termes de métier, chez CIPAM, nous sommes intégrateurs de solutions. Les deux autres présentations, vous verrez, ce sont plus des fabricants de solutions, de technologies. Et donc, notre métier à nous, c'est d'aller chercher ces systèmes chez ces fabricants-là et les intégrer dans l'environnement de nos clients avec tout ce que ça comporte autour, c'est-à-dire l'étude, l'analyse, etc. Donc, nous sommes une société basée à Clermont-Ferrand, 24 personnes et un peu plus de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, où on passe pas mal d'investissements en R&D, notamment pour ces sujets IoT en milieu industriel qui sont en pleine effervescence aujourd'hui au travers de ce concept d'industrie 4.0, donc de quatrième révolution industrielle, qui a vocation à faire la transformation numérique des usines. En termes de technologie, donc je l'ai un petit peu abordé tout à l'heure, mais on ne fait pas que de la RFID, que du RTLS, évidemment, notre métier intégrateur nous oblige à mixer de nombreuses technologies, on le verra un peu plus tard dans la présentation. Mais notre métier, voilà, c'est trouver de la technologie et mettre en place de la technologie numérique qui plus est, mais pas forcément que du sans fil, pour satisfaire des besoins de nos clients industriels. Alors, on a souvent l'impression en France que l'industrie n'est pas très développée. Au contraire, hein, pour voyager un petit peu à l'export, on a des usines qui sont relativement modernes. Néanmoins, voilà, elles ne sont pas encore prêtes pour cette industrie 4.0 ou ce concept qu'on a défini au cours des années 2010 comme étant l'usine du futur. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Il y a beaucoup de technologies qui peuvent être utilisées pour cette transformation numérique. Mais par contre, voilà, notre métier, c'est de les accompagner. Alors, j'ai essayé de lister un certain nombre de problématiques que nous adressent nos clients. Donc, on rentrera peut-être un peu plus dans le détail au fil du webinaire. Mais voilà, les sujets que les clients nous amènent, ils sont ceux-là. Hein, c'est des choses assez basiques. C'est voilà, je passe beaucoup de temps en inventaire, je veux automatiser les choses. Je veux savoir où ça en est dans mon atelier de production, tel OF, tel produit, telle référence pour servir tel client. Ça, c'est des choses qui ont pris de l'ampleur, on va dire, avec la crise sanitaire, puisque quand on était tous sur site, il était facile d'aller voir dans l'atelier où c'est que ça en était. Quand tout le monde s'est retrouvé en télétravail, on a vu les faiblesses des équipements, ou en tout cas de la collecte de données temps réel, parce que c'est vraiment un des termes qui donne tout son sens au webinaire aujourd'hui, c'est voilà, avoir de la technologie qui permette d'avoir de la donnée en temps réel, et pouvoir suivre un maximum de choses, des flux, assurer la traçabilité, vérifier des choses. Encore une fois, ça c'est quelque chose qui est extrêmement prépondérant dans les technologies dont on va parler aujourd'hui. Et donc voilà. Donc vous avez quelques clients en fin de slide, simplement pour dire que c'est des problématiques qui touchent tous les secteurs. Hein. Il n'y a pas de secteurs qui sont plus avancés que d'autres. Et donc on travaille, on a la chance d'avoir une grande variété dans les solutions qu'on met en place, tant en termes de technologie que d'environnement. Alors, je parle tout de suite des avantages, mais pas forcément. Je vais déjà introduire un petit peu ce que c'est ce concept de localisation de temps réel, Real-Time Location System, c'est le terme générique RTLS, qui regroupe en fait toutes les technologies, toutes les thématiques autour de cet aspect, encore une fois, qui doit être le plus temps réel possible pour la collecte de données. Et donc, cette notion de temps réel doit permettre, comme je disais tout à l'heure, d'avoir de la visibilité à tout moment sur les ressources, les actifs, mais même potentiellement les personnes. Hein. On verra tout à l'heure qu'il y a des applications pour des personnes qui ne sont pas du flicage, évidemment. Ça permet de pouvoir gérer des mouvements, gérer des transactions. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui sont équipées de systèmes de type ERP, MES,
Maintenant, quand les données sont saisies à la main dans ces gros outils, ben, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus fiable et de plus pertinent. Donc l'idée là, c'est qu'on fasse remonter des données du terrain pour améliorer la fiabilité des données et le cas échéant, pouvoir prendre des décisions le plus rapidement possible par rapport à ce qui se passe. Alors les avantages, c'est évidemment de pouvoir avoir une intégration complète en milieu industriel, avec parfois ces contraintes environnementales évidemment. C'est pouvoir améliorer les performances, bien évidemment, tout en maîtrisant les choses, les flux, l'allocation des ressources, ne pas perdre de produits. On verra tout à l'heure qu'on peut améliorer les ROI simplement parce qu'on a de la visibilité sur les ressources et que par conséquent, des gens qui gèrent des chariots d'approvisionnement, des supports, des palettes, ben, du moment qu'ils savent où sont situés les actifs dans leur usine, ben, ils en perdent beaucoup moins et par conséquent, ils maximisent le ROI. Je ne vais pas m'étendre plus que ça, je vois que le temps passe. Hop, je vais simplement commencer à parler de technologie, parce que même si je n'aime pas trop comment dire, décrire tout ce qui est RTLS uniquement sur la technologie, simplement pour dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut faire appel à un certain nombre de technologies pour ces problématiques de localisation et que certaines technologies sont particulièrement appropriées pour gérer les mouvements en temps réel. Donc, vous entendrez parler au cours du webinaire de Bluetooth, Bluetooth Low Energy, d'Ultra Wideband, de RFID Active, etc. Ça, c'est des termes assez génériques, plutôt orientés technologie, et qui, en termes de technologie, font appel à un certain nombre de composants qui sont aussi du vocabulaire à intégrer, donc tout ce qui est tag, beacon, balise, voilà, c'est des choses dont on va parler, qui vont communiquer avec des antennes, en tout cas avec une infrastructure composée d'antennes ou de systèmes de type gateway, lecteur, etc. Donc voilà, il ne faut pas le dissocier. Il y a la partie identification digitale des produits ou des systèmes, ce qui finalement représente la base de l'écosystème ConnectWave, hein, c'est cette notion d'identité numérique des produits. Et après, il y a la partie collecte de données, donc plutôt infrastructure, qu'elle soit de manière privée ou opérée. Le but étant, encore une fois, de faire cohabiter toutes les technologies pour un seul et même objectif, collecter de la donnée et pouvoir échanger ensuite avec des systèmes tiers. Donc, quand j'entends système tiers, quand je parle de système tiers, j'entends évidemment principalement du logiciel pour pouvoir traiter cette donnée et la rendre pertinente. Donc, notre métier à nous d'intégrateur, elle se cantonne plutôt sur les couches basses, c'est-à-dire trouver les bons moyens d'identification sur les produits usés, utiliser les bonnes technologies adéquates, regrouper toutes les données et ensuite les mettre à disposition d'autres systèmes. Pardon, j'avais des slides avec des animations. Alors, comment ça se passe quand on implémente un projet? Alors, il y a souvent une phase de ce qu'on appelle démonstrateur ou preuve de concept, POC, c'est un terme assez usité dans le milieu industriel, POC pour Proof of Concept. Et donc, l'idée, c'est justement, par rapport à un besoin donné, faire une démonstration des technologies pour montrer qu'on peut arriver à satisfaire le besoin en termes de localisation. Alors pour ça, forcément, nous, on a des moyens, hein, on intervient sur site et on installe des choses, alors simplement parfois de manière ponctuelle, hein, sur une journée, on va faire une démonstration avec des systèmes autonomes. Par contre, ça peut être également implémenté pour quelques jours, quelques mois, histoire de collecter de la donnée, puisqu'au final, encore une fois, c'est bien de prouver que ça marche, mais ça marche sur la durée. Et après, c'est collecter suffisamment de données pour essayer de penser la solution dans sa globalité. Quand on fait un POC, on va se cantonner à une certaine zone, certains produits,
Donc, le mieux, c'est d'avoir un maximum de données pour essayer d'avoir la meilleure approche par la suite. La deuxième étape, ça va être toute la partie ingénierie, puisque comme je disais tout à l'heure, hein, on a de la technologie, on a de l'infrastructure à câbler, un peu à l'image de ce qu'on fait en Wi-Fi ou en informatique. Eh bien, on peut être amené à déployer des choses en fixe, qu'ils soient câblées ou pas, parce qu'elles peuvent être autonomes, hein, évidemment, les équipements fixes. Et voilà, notre métier, c'est en collaboration avec nos clients industriels, puisque c'est eux qui connaissent le process, qui connaissent les lieux, etc., c'est établir l'infrastructure qui va être nécessaire. Ensuite, nous, on va synthétiser tout ça dans des rapports, hein, dans des comptes rendus, où on va faire état de tout ce qui est nécessaire pour arriver à la solution, c'est-à-dire où est-ce qu'on va placer les antennes, combien de tags on va placer, où c'est qu'on va les mettre sur les produits, voire aussi sur les personnes, sur les chariots élévateurs, etc. Et on va aller jusqu'à, évidemment, gérer, ou en tout cas faire des propositions pour gérer l'ensemble du cycle de vie. Puisque quand on parle de beacon, de balises, de tags qui intègrent une source d'énergie sous la forme de batterie, il faut prendre en considération le coût d'exploitation et comment on va gérer au bout de 2, 3, 4, 5 ans le renouvellement des équipements. Voilà. Notre approche, nous, chez CIPAM, c'est qu'à la fin de cette étude, on a cartographié l'ensemble de ce qu'il y a à faire. On a fait du maquettage en termes de logiciels, en termes de produits, de supports, le cas échéant, s'il faut des supports spécifiques pour fixer sur les produits. Et par contre, on va fournir un chiffrage extrêmement détaillé avec engagement de résultats. Donc en fait, on ne part pas à l'aventure, mais en tout cas, on a acquis aujourd'hui suffisamment d'expérience sur la plupart de ces technologies pour arriver chez nos clients et dire, bon ben voilà, suite à ce qu'on a vu en étude, le compromis technico-économique, c'est celui-là, et on vous garantit que ça marchera à l'issue. Et donc après, ben, on passe au déploiement. Donc on a des équipes chez nous qui mettent en œuvre les systèmes chez nos clients. Alors bien qu'on soit 24, on a quand même suffisamment d'équipes, mais on est capable de sous-traiter quand il y a des grosses infrastructures à mettre en place chez nos clients. Voilà, je vais passer maintenant à des cas d'application. Alors, ils vont être assez simples, mais c'est surtout pour illustrer ce qu'il est possible de faire. Et surtout, il faut garder à l'esprit qu'un système RTLS, d'une part, comme je l'ai dit, ça peut être multi-technologie, mais surtout, ça peut regrouper un grand nombre d'applications. Donc, même si sur une application donnée, en première approche, on ne trouve pas un ROI maximisé, il faut savoir que derrière, on va pouvoir ajouter un certain nombre de fonctions à coût modéré et donc trouver un ROI de plus en plus rapide et de plus en plus optimisé. Le premier cas d'application sur lequel on va utiliser des systèmes de géolocalisation, ça va être l'automatisation des mouvements en interne. Et notamment, le cas d'application typique des systèmes de localisation, notamment localisation indoor-outdoor, sur des gros sites industriels, c'est suivre des chariots élévateurs. Alors, pour un certain nombre d'applications, d'une part, pour de l'appel à un cariste, voilà, il y a une palette qui doit être enlevée. Donc, on peut faire un appel en temps réel. Cet appel peut être géolocalisé et donc le cariste est averti en temps réel de l'ordre de transport interne. On peut ensuite lier le produit, même s'il n'est pas pourvu d'un tag actif entièrement géolocalisé. C'est ce qu'on va appeler la localisation indirecte. Donc, le chariot transporte la palette et ce faisant, on est capable de localiser la palette à son origine et à sa destination. On peut évidemment automatiser les accès lorsque des zones sont restreintes, etc. Et on peut également, et c'est là aussi que c'est intéressant, c'est que lorsqu'on interface avec des systèmes tiers, on peut valider des transactions, que ce soit dans le ERP, dans le MES, etc., ou dans le WMS, ce qui permet d'alléger les saisies et encore une fois de fiabiliser les données.
Une autre application typique, c'est la sécurité des biens et des personnes. Donc, je pense que peut-être Editag en parlera mieux que moi tout à l'heure. Mais les systèmes actifs, les systèmes de localisation, peuvent permettre de localiser des produits à forte valeur ajoutée, que ce soit en milieu industriel ou autre. Et donc, l'idée, c'est qu'on va mettre un identifiant, en tout cas un tag spécifique sur un produit, et on va le suivre durant tous ses déplacements, et également lorsqu'il est dans un environnement ouvert, pouvoir le sécuriser. Alors, c'est valable pour des produits de luxe, pour des œuvres d'art, mais ça peut être le cas pour des outillages sur des chantiers, hein, des pelleteuses, etc. Donc, on peut l'appliquer à un certain nombre de choses dans tous les domaines d'activité. Un autre aspect, c'est la sécurité des personnes. Alors, effectivement, il y a souvent une levée de bouclier en France lorsqu'on parle de localiser les personnes dans des environnements industriels. Cependant, il peut y avoir des cas d'application qui ont vocation à utiliser les systèmes de localisation pour améliorer la sécurité des travailleurs, notamment les travailleurs isolés. Donc, on a un cas d'application qu'on a fait récemment dans une usine chimique qui fait quelques dizaines ou centaines de milliers de mètres carrés, où l'idée, c'est que en environnement ATEX, donc il peut y avoir des risques d'explosion, d'incendie, que les services de sécurité, au mieux, ils peuvent localiser les personnes et au mieux, ils connaissent l'évacuation, au mieux et au plus rapide, ils peuvent intervenir pour sauver des vies. Et quand on sait que les minutes comptent pour sauver des vies dans le cas d'une catastrophe industrielle, alors là, on peut avoir vraiment un intérêt à déployer de la localisation sur chaque personne. Donc, ce que vous voyez là, c'est un écran où on peut avoir des zones et on peut compter le nombre de personnes sur chaque zone. Et en fait, le système de localisation est à la fois connecté sur le contrôle d'accès et sur le système de sécurité des pompiers du site. Et donc, qui permet, en cas d'alerte, de regarder que les évacuations se passent bien et on peut voir en temps réel le nombre de personnes qui pourraient rester coincées dans une zone et donc pouvoir déclencher des secours de manière très rapide. Un autre cas d'application typique, alors là, ça commence évidemment par un POC, c'est suivre les flux de produits dans des milieux difficiles. On a pas mal de cas d'application aujourd'hui en milieu, ou en tout cas en secteur d'activité de la métallurgie, pour suivre des produits, donc que ce soit sur des gens qui fabriquent de la matière, pour suivre des bobines, là, comme dans la vidéo. Ça peut être suivre les approvisionnements en plaques en sortie de fonderie dans les aciéries, etc. L'idée là, c'est qu'on ne va pas mettre encore une fois un tag actif sur chaque produit. Par contre, on va faire de la localisation indirecte, on va localiser le chariot et on va trouver un moyen d'identification numérique des objets type code à barre, RFID passif, etc. Et donc la liaison va se faire à un moment donné, quand on charge, et on va libérer quand on décharge, et on va enregistrer les positions pour connaître la position de chaque produit. Voilà, j'arrive à la fin de mon temps imparti, donc ça tombe bien. J'aurai juste un dernier slide pour dire que voilà, on a en région Auvergne-Rhône-Alpes, alors ça ne s'adresse pas à tout le monde, mais en tout cas, la région a décidé d'aider les industriels qui ont des sujets de géolocalisation. Et donc, CIPAM est référencé pour le compte de la région pour aider les industriels à étudier, à implémenter des systèmes de localisation sur leur site. Et à ce titre, donc, ils peuvent avoir accès à une subvention de 50% des frais pour ces projets de géolocalisation, donc avec un maximum de 16 000 euros. Donc, ce qui veut dire on peut faire un projet jusqu'à 32 000 euros. Donc, ça devient intéressant pour des industriels. Voilà. Écoutez, j'en ai fini. Je crois que j'ai tenu 20 minutes. Je suis très content. Merci à tous. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et je passe la main à Philippe et à mes confrères.
Oui, merci Vincent. C'était relativement intéressant et complet, je pense. En tous les cas, ça donne à voir. J'ai bien aimé les petits dessins animés là. Bon, peut-être que tu pourrais indiquer les liens là pour YouTube pour nos auditeurs, hein, qui puissent le récupérer par devers eux. Sur le bouton discussion, par exemple. Hein, voilà. Ouais, je vais faire ça tout de suite. Bon, ok, alors j'invite l'ensemble des auditeurs à saisir des questions, hein, dans l'onglet qui est en bas de l'écran Zoom. Hein, quand vous vous déplacez sur l'écran avec la souris, il apparaît et il s'appelle Q&R, bien entendu. Et voilà, donc ces questions, vous pouvez les saisir et elles seront prises en compte à la fin de ce webinaire. Bien. Je vais donc, sans plus tarder, passer la parole à Christophe François et François Minaudet de la société Zebra. S'il vous plaît, à vous de jouer. Merci. Merci Vincent pour cette présentation. François Michelet et moi-même de la société Zebra, donc allons vous présenter les cas d'usage des solutions de localisation sur le cas qu'on a installé. Et on va vous présenter ce cas à travers les problèmes rencontrés, les solutions qu'on a préconisées et les gains que cette société, ce client, a pu en extraire. Voilà. Je vais partager mon écran pour ce faire. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est parfait. Oui. Merci. Donc, les solutions de géolocalisation. Pour commencer par une brève présentation de Zebra. Donc, Zebra Technologies, c'est une société qui fait 4,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires et qui compte un peu plus de 8000 collaborateurs dans le monde. C'est surtout 500 millions de dollars de recherche et développement par an. Alors, on adresse un certain nombre de clients dans un certain nombre de pays, sur la base des technologies que nous avons conçues et produites, et on les déploie via des partenaires qui sont des intégrateurs tels que CIPAM, qui a présenté précédemment. Donc, il y a un complément de compétences qui nous amène à travailler ensemble sur un certain nombre de dossiers. Je poursuis. Nous, en tant que, on représente la BU Solutions qui va effectivement intégrer des solutions de localisation qui gravitent autour du cœur de métier de Zebra. D'accord? Si je passe au cas pratique de géolocalisation, on va commencer par les besoins rencontrés, les conséquences, les solutions apportées, les résultats obtenus. Et puis effectivement, vous aurez à loisir de poser un certain nombre de questions auxquelles nous essaierons de répondre. Commencer par une définition de ce qu'on appelle la géolocalisation indoor pour être certain que tout le monde comprenne ce que nous appelons nous indoor. Il s'agit de localisation temps réel d'objets ou de personnes dans un espace fini, donc dans un périmètre délimité. Donc le indoor, en l'occurrence, ne signifie pas qu'on va faire de la géolocalisation à l'intérieur, mais signifie qu'on va, ou à l'extérieur, mais faire de la géolocalisation sur un périmètre donné, par analogie à de la géolocalisation à l'échelle d'un pays qui utiliserait d'autres technologies. Nous, Zebra, on focalise notre recherche, développement et la production sur de la géolocalisation indoor. Alors, que fait-on avec ça? Eh bien, on rencontre un certain nombre de clients qui nous ont fait valoir des problèmes rencontrés, et notamment, effectivement, la volonté de localiser des objets qui représentent des actifs. Et ces actifs, ça peut être des outils, des contenants, des caisses métalliques, des rôles, des pièces, des produits finis ou semi-finis,
des gabarits qui vont permettre le transport justement des pièces, des moules de fabrication, et puis également une deuxième famille de besoins qui correspond à la gestion des personnes, aussi bien pour assurer leur sécurité que pour comprendre, analyser leur mouvement. Alors, si j'ai un peu plus dans le détail pour illustrer ce dont on parle, on va effectivement aller géolocaliser, donc tracer les servantes. Alors, on ne va pas tracer les outils qui sont à l'intérieur parce qu'effectivement, on va, en l'occurrence, plutôt aller tracer des objets volumineux et coûteux. Donc, ça peut être typiquement des clés à choc ou des clés à vis dynamométriques, et principalement, je dirais, des outils qui ont besoin d'être étalonnés ou calibrés dans le temps pour être utilisés. Alors, pour reprendre une citation d'un de nos clients, en l'occurrence Boeing, cet aspect outil peut paraître basique, mais en fait, lorsque les opérateurs ont besoin d'aller chercher des outils, s'ils ne les trouvent pas dans l'immédiat, il y a un effet domino qui est produit dans la tâche qui doit être accomplie. C'est-à-dire qu'un retard en induit un autre, et à la fin, c'est toute la chaîne de production et toutes les équipes qui sont impactées. Donc, la base de la localisation, effectivement, concerne souvent les outils et les objets qui s'y rattachent. Alors, autre exemple, effectivement, notamment dans l'aéronautique, on va aller tracer ou localiser des gabarits qui permettent d'aller transporter des pièces volumineuses et des charges lourdes d'un point A à un point B. Ça va être également des pièces détachées qui vont permettre d'être tracées pour ensuite procéder à un assemblage. On a les mêmes cas dans l'automobile, où on va tracer tout ce qui a de la valeur ou tout ce qui est impact potentiellement la production. Ça peut être des moules d'emboutissage, ça va être des moteurs qui ont une certaine valeur, et puis toutes les pièces qui vont permettre d'être apportées autour d'une chaîne d'assemblage en synchronisant les mouvements et le tout en juste temps. Ça permet d'éviter les ruptures d'une chaîne de production. Donc ça, c'était pour l'automobile. On fait également la même chose pour le ferroviaire, aussi bien pour la construction que pour les centres de maintenance, où on va aller localiser alors, non seulement les trains, mais également les pièces qui doivent être assemblées ou changées, maintenues. Et effectivement, la localisation de ces pièces assemblées au train permet de fluidifier tous les flux qui s'y rapportent. Et puis également, ça peut être tout ce qui est container. Donc, on ne va pas tracer le contenu, mais on va plutôt tracer le container pour effectivement assurer les mouvements et l'optimisation des flux dans un site de production ou dans un entrepôt. Et puis, je finirai avec les produits finis. Ça peut être des voitures sur un parking en post-production ou également une flotte de véhicules dans un atelier de maintenance qui doivent être juste réparés ou customisés si c'est des véhicules d'importation pour être conformes à la législation française. Donc, on peut taguer, on peut effectivement localiser avec des tags tous ces objets, toutes ces personnes, de manière à optimiser la gestion des flux et assurer la continuité des opérations. Alors, une fois qu'on a fait ça, qu'on a dit ça, quelles sont les conséquences sur les problématiques rencontrées? Eh bien, effectivement, la première, c'est les pertes de temps hommes. C'est-à-dire qu'ils vont perdre un certain temps, à aller chercher des outils ou des pièces qui sont censées être présentes à un endroit quelconque à un instant T. Ça provoque une désynchronisation des équipes, un retard dans la production, des modifications intempestives des plannings, qui sont la conséquence de cette désorganisation, de ce fait une réorganisation permanente, et puis également la possibilité d'aller trouver des outils, mais qui ne sont pas exploitables parce que non calibrés ou en mauvais état. Le fait effectivement de ne pas trouver ces outils, ça provoque le besoin d'acheter un nombre d'équipements supplémentaires qui n'est pas forcément nécessaire, à défaut de pouvoir les trouver et les utiliser quand on en a besoin.
et puis également des erreurs d'acheminement d'un point A à un point B, soit parce que ce n'est pas le bon produit ou la bonne pièce, soit parce qu'effectivement, on s'est trompé de destination. Et donc, ça induit une disqualité qui a un coût, et ce coût permet d'aller justifier un investissement qui va se faire en fonction de la meilleure solution que l'on peut choisir. Alors, ce qu'on peut préconiser, nous, c'est effectivement une solution en plusieurs étapes. D'abord, assurer la connaissance de la position ou de la localisation et de la traçabilité des différents objets et puis des personnes sur un site donné. Encore une fois, on parle de géolocalisation indoor. Une fois qu'on aura assuré le tagging, le positionnement des tags sur les différents objets et personnes à tracer, on pourra passer à une étape de digitalisation qui permettra de cartographier sur la carte client, donc le positionnement par zone ou positionnement exact en coordonnées XY, les différents objets à tracer sur le site client. Et puis effectivement, la troisième étape, c'est de mettre ces informations à disposition des utilisateurs. Alors, non seulement les mettre à disposition avec une interface client qui soit attractive, mais surtout faire en sorte que les clients et utilisateurs soient suffisamment formés pour y trouver un bénéfice qui les amène à optimiser la solution et à en extraire la quintessence. Alors, comment on fait ces trois étapes? La première, c'est effectivement qu'est-ce qu'on utilise comme technologie pour pouvoir localiser. Alors, je vais laisser la parole à François, qui va effectivement décrire les diverses possibilités que l'on peut offrir sur le marché. François. Ouais, donc il y a différentes technologies qu'on trouve sur le marché qui sont fournies par Zebra. Donc on va retrouver tout ce qui est RFID passif, tout ce qui va être autour du Bluetooth, ultra-wideband, Wi-Fi, ISO 24730 et le GPS. L'idée des différentes technologies, c'est de la sélectionner en fonction de quel objet on va tracer, quel objet on va vouloir localiser. Si on veut tracer par exemple un tournevis, on ne va pas forcément utiliser un GPS. Beaucoup plus compliqué. Par contre, si on veut tracer une voiture, on va plus passer sur l'ISO 24730 qui a une précision d'environ 2 mètres. Si on veut tracer par exemple l'outil type clé à choc quand on est en bord de ligne, on va utiliser l'ultra-wideband. Toutes les technologies ont forcément un coût associé et en fait, la technologie est choisie aussi suivant le ROI du client final. Avec les technologies, en fait, on a différents types de systèmes de localisation. Donc, Christophe, tu peux passer au slide suivant. Où on va retrouver en fait une localisation donc, par zone. Typiquement, un objet va passer une porte à quai. Typiquement, on va passer un point de lecture. On va avoir un point de passage qui va être créé. Et la zone, en fait, on va pouvoir dire l'objet est passé d'une zone A à une zone B. Donc ça, c'est tout ce qui est lié à la RFID passive, tout ce qui est Bluetooth et certaines technologies actives. C'est utilisé énormément, par exemple, sur tout ce qui est porte-à-quai, pour en fait l'entrée-sortie d'entrepôt ou de entrée-sortie d'une pièce. Typiquement, on peut prendre un outil qui a été où il y a eu de la maintenance dessus. On va pouvoir prendre l'outil, on sait qu'il est sorti ou qu'il est rentré dans la zone de maintenance. Et puis, on va avoir un autre type de localisation. Donc, Christophe, tu passes au slide suivant, qui est la localisation, donc là, à XY, donc une vraie coordonnée qu'on peut trouver à partir d'une carte où on va avoir différentes technologies. Donc là, c'est plus des technologies actives, type GPS, mais vraiment en intérieur d'un bâtiment. Donc, ça peut être une usine, ça peut être un entrepôt, peu importe le type de bâtiment. Mais l'idée, c'est vraiment de fournir une coordonnée précise. Donc, en fonction de la technologie, on va passer, par exemple, pour l'ultra-wideband, on va être à 30 cm près. Pour du WireNet, donc ISO 24730, on va être plus à 2 mètres. Pour du Bluetooth, on va être plus en proximité, on va être à 5 à 10 mètres. Enfin, chaque technologie va avoir un coût et forcément une précision qui est associée. L'idée aussi, c'est que, étant donné qu'on est capable de fournir un XY, on est capable aussi de donner une information beaucoup plus rapide. Si vous cherchez un objet, par exemple, vous voulez suivre un chariot élévateur dans l'entrepôt, directement, on va avoir l'information en temps réel et on va savoir quel était son déplacement. Donc ça, c'est aussi l'intérêt par rapport à le système de localisation où on fait uniquement un point de passage. Je te relaisse la main, Christophe. Merci. Donc, une fois qu'effectivement on a procédé à la mise à disposition des informations relatives à la localisation des objets et des personnes,
on va mesurer effectivement ce qu'on a pu proposer, notamment à un constructeur aéronautique connu, il n'y en a que 2 dans le monde, c'est l'un des 2. Les problèmes qu'il rencontrait, c'est effectivement la difficulté de trouver un outil approprié à une tâche donnée. On avait noté un faible taux d'utilisation des outils, un manque de disponibilité de ces outils, tout simplement parce qu'ils étaient répartis sur une surface gigantissime qui les rendait difficiles à trouver. Un temps de recherche donc augmenté pour les opérateurs et qui provoquait un retard en chaîne provoqué par effectivement l'accumulation de tous ces problèmes. De ce fait, la société a été contrainte de multiplier les achats, même si effectivement chaque outil avait un taux d'utilisation particulièrement faible. Et puis, plus il y a d'outils achetés, plus il faut effectivement en assurer la maintenance. Donc, il y avait effectivement un choix qui avait été fait d'augmenter le nombre d'outils pour pallier un problème, mais sans vraiment le résoudre. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour effectivement solutionner cette problématique? On a mis en place une solution avec les résultats suivants. Donc, chaque outil a été tracé dans les différentes usines et on a d'abord eu une première conséquence, c'est l'augmentation de la disponibilité de ces outils de 50%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, une fois qu'on trouve l'outil, ce n'est pas forcément le bon, il n'est pas forcément exploitable parce qu'il n'est pas en bon état, ou il n'est pas, encore une fois, calibré pour pouvoir être utilisable pour l'opération demandée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les conséquences, on a eu une diminution de temps de recherche de 90%, ce qui est quand même gigantissime. Pourquoi? Parce que l'utilisateur, lorsqu'il fait une recherche sur son terminal ou sur le PC qui est à proximité de son poste de travail, pour demander où se trouve l'outil spécifique qu'il cherche, eh bien, il va avoir un certain nombre de points qui s'allument sur la carte et on va lui dire, eh bien, l'outil que tu cherches, tu peux le trouver à différents endroits. Et effectivement, ça a permis de diminuer le temps de recherche de 90%, ce qui est énorme. Les conséquences, c'est une directe, c'est l'amélioration de la productivité, bien sûr. Et puis la conséquence indirecte, c'est que ça permet d'éviter toutes les ruptures de travail et donc une meilleure concentration sur les tâches de chacun. On a une augmentation du taux d'utilisation des outils de 30%, c'est-à-dire qu'à un nombre d'outils égal, eh bien, effectivement, les outils sont plus exploités, ce qui permet évidemment d'avoir une meilleure productivité. Diminution des achats de 50% en valeur, donc là c'est un gain direct, sachant que ce sont des outils en l'occurrence en aéronautique qui ont un coût important. Diminution donc de la gestion de ces outils puisqu'ils sont moins nombreux. Et puis une diminution aussi de la tension au sein des équipes puisque ça permet à chacun de pouvoir gérer ses tâches sans avoir à attendre que l'équipe d'à côté ait fini la sienne pour disposer de l'outil en question. Donc ça, effectivement, encore une fois, c'était l'augmentation de 50% des outils disponibles, c'est déjà un ROI qui a permis de justifier l'investissement. Il y a une deuxième partie qui est importante, c'est la diminution de 30% des outils sans certification. Quand les opérateurs travaillaient, ils avaient tendance parfois soit à attendre, ce qui était aussi un problème en termes de rupture de production, mais également certains considéraient qu'il était préférable de remplir la tâche qui avait été demandée, même si effectivement elle ne pouvait être validée parce que pas faite avec des outils appropriés. Et donc ça posait un problème de sécurité et de conformité. Avec cette capacité de pouvoir utiliser effectivement, trouver des outils qui sont à proximité, on a également permis la diminution de 30% des outils sans certification, en pouvant gérer les outils à distance, en disant attention, cet outil qui se trouve là n'est pas exploitable, il faut donc qu'il retourne au banc de calibration pour être exploitable dans le futur. Donc ça a provoqué effectivement une augmentation de la qualité et de la sécurité des tâches accomplies, et puis une diminution de la maintenance des outils. La fluidité des opérations, comme je l'ai dit, de manière à ce que les opérateurs qui trouvent un outil puissent continuer à l'utiliser jusqu'à la fin de l'opération. Donc, ce qu'on a fait, en fait, dans cette application, c'est qu'on a transformé des outils qui étaient passifs en outils connectés.
permettant une bien meilleure gestion, aussi bien des hommes qui les utilisent que des outils en eux-mêmes. Donc, on a maintenant, effectivement, grâce à cette localisation, un inventaire temps réel, c'est-à-dire une cartographie non seulement de la localisation des outils, mais de leur statut. Voilà pour ce qui est effectivement les gains mesurés qui ont permis donc un investissement important, puisqu'on a tagué plusieurs dizaines de milliers d'outils sur 14 usines aéronautiques pour ce même client. Christophe, Oui, est-ce que je peux te demander d'accélérer, s'il te plaît, bien sûr. qu'on ne déborde pas trop Ouais. largement? Alors, Merci. on a mis des solutions en place que je ne vais pas décrire ici, mais il faut comprendre que ce qu'on vient de vous expliquer avec François, on peut également le projeter sur des cas d'usage qui ont été mis en place, aussi bien dans les parkings automobiles, où on gère une flotte de 40 000 véhicules sur le port de Rotterdam, dans les usines de production, chez Ford, chez Bentley, chez PSA, chez Porsche, j'ai encore chez d'autres, dans le ferroviaire pour la recherche d'outils et de trains de maintenance, dans les contrôles d'accès sensibles, ça peut être des usines de construction militaire, ça peut être des sites nucléaires où la localisation des hommes est cruciale. Et puis, ça peut être également sécurité des hommes dans les souterrains, notamment dans le métro de Londres, où on va savoir qui est où, quand, de manière à, en cas de problème de sécurité, pouvoir effectivement extraire les hommes et savoir qui sont-ils. Voilà, j'en ai fini. La séance est ouverte aux questions-réponses. Et puis, je vous remercie de votre écoute. Ben, excellent. Merci, merci Christophe. Ben, comme Christophe vient de vous inviter, chers auditeurs, j'ai l'impression de faire de la radio là, je plaisante. Mais je vous invite à poser vos questions par écrit sur l'onglet QR en bas de votre écran Zoom. Et on tentera, enfin, pas on tentera, on répondra précisément à celle-ci dès la fin du webinaire. Merci Merci à vous. Christophe et merci François. Donc, je vais maintenant donner la parole à Frédéric Pitou, le PDG de la société Editag. Voilà, c'est à toi Frédéric. Bonjour. Alors, je regarde. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend? Oui. Et je vais passer donc le mode de présentation. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, tu pourrais le passer en… Voilà, parfait. C'est parfait. Donc, rebonjour à toutes et tous. Donc, je vais avoir la lourde tâche de vous faire tenir et de respecter le timing pour soulager vos estomacs. Donc, Editag, donc je m'appelle Frédéric Pitou, je suis PDG de la société Editag. Editag, donc nous sommes un fabricant français, fabricant de solutions IoT au service de l'industrie manufacturière. Donc, nous sommes une PME industrielle et nous déployons des solutions majoritairement en Europe. Et nous sommes présents sur le segment, sur plusieurs segments de manufacturiers, dans l'automobile, dans le manufacturing de manière générale, l'aéro et la logistique. Voilà. Notre terrain de jeu, en fait, on adore les usines et les entrepôts. Donc, notre solution est une solution IoT qui est vraiment dédiée au flux matière. Vous le savez sûrement, on peut faire beaucoup de choses avec l'IoT dans l'industrie. Nous, notre terrain de jeu, ce sont les flux matières. Et donc, on a des solutions qui sont destinées à des process, à la digitalisation de process de kitting, de préparation de commandes et d'expédition, avec notamment des solutions de Pick to Light et Put to Light, des solutions liées
à la gestion d'encours de production et de moyens mobiles, avec notamment, et c'est le cœur de notre sujet aujourd'hui, la localisation et le suivi automatisé des flux, et des process qui sont parallèles, donc des process Kanban, étiquette électronique, et des process également de réapprovisionnement bord de ligne, avec de la collecte d'informations terrain, notamment des besoins de réapprovisionnement. Alors, on ne va pas trop parler de technologie, mais c'est important de se poser quand même la question pourquoi les industriels font appel à nous et ont besoin de ce type de solution. C'est pour gagner en agilité, pour gagner en productivité, pour gagner en efficacité. On a un ancrage très fort dans le Lean, notre baseline Lean Connected trouve cet ancrage à la fois dans la technologie, je vais en parler brièvement juste après, et dans les solutions et les services que l'on apporte. Donc, allez, un petit zoom sur notre technologie. On s'est aperçu, Editag existe depuis 2007, on s'est aperçu au fil des cas clients et des problématiques à résoudre, qu'il y avait un choix technologique qui était structurant, souvent en tout début de projet, qui était: est-ce que je vais plutôt utiliser, pour répondre à ma problématique, une technologie passive, type RFID, UHF, HF, ou alors est-ce que je vais utiliser des technologies actives, donc avec des sensors IoT? Et on s'est aperçu qu'on avait besoin, en fait, au lieu d'opposer ces deux approches, ces deux familles de solutions, on avait besoin des deux, mais pas forcément en même temps, sur le cycle de vie d'un asset ou sur un processus global. Et c'est comme ça qu'on a innové avec la technologie Moontag. Donc, la technologie Moontag, qu'est-ce que c'est? C'est une technologie IoT qui est multistandard, j'insiste bien là-dessus, on n'a pas inventé un nouveau standard RFID, par exemple. Donc, c'est une technologie qui est multistandard, qui est brevetée. Et en fait, ce qu'on appelle un Moontag, c'est constitué de deux parties, un Moontag ID, donc un identifiant RFID d'un emplacement, d'un objet, d'un contenant, et d'un Moontag Sensor, qui est un sensor IoT qui a une intelligence, et on vient simplement clipser à la demande un sensor sur un identifiant passif, donc sur un Moontag ID, les deux vont interagir, et l'ensemble donne cet objet connecté qui s'appelle Moontag. Donc, c'est un objet connecté qui est hybride, parce qu'il est à la fois passif-actif, il est utilisable sur une infrastructure locale privée, sur un protocole privé ou un protocole LoRaWAN. Alors, on n'a pas un seul sensor Moontag, en fait, on a toute une famille de sensors Moontag qui peuvent venir se clipser sur un même Moontag ID en fonction du cas d'usage et des problématiques à couvrir. Alors, tout ça mis un peu en musique, vous avez ça sur une petite vidéo. Donc, on a le Moontag ID qui, là, en l'occurrence, est mis sur une étagère, mais qui peut être mis sur un contenant, et un Moontag Sensor qui est clipsé. Là, en l'occurrence, c'est un Moontag Sensor destiné à du Pick-to-Light, par exemple. Alors, cette approche Moontag, qui est hybride par essence, présente plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'on réduit le coût de la solution parce qu'on va réduire le nombre de sensors. C'est-à-dire que si on a des bacs, par exemple, un bac vide, il peut être équipé d'un tag RFID, mais on n'a pas besoin de géolocaliser le bac quand il n'est pas utilisé. Donc, on réduit le nombre de sensors. Ensuite, on a une opération qui est importante dans tout dispositif IoT et tout dispositif de localisation, c'est ce qu'on appelle l'enrôlement ou le commissioning, qui va consister à associer, à appairer le sensor que l'on met avec l'objet physique. Nous, cet objet physique, il est identifié par un tag passif, et en fait, quand on vient clipser un Moontag Sensor, on a un enrôlement qui est totalement automatisé. Ensuite, étant donné qu'on va raisonner sur un process global et sur le cycle de vie d'un asset, en fait, on va avoir une solution qui va être
multi-usages, et on ne va pas répondre généralement à une problématique, mais à plusieurs, avec une seule solution. Et donc, en général, si on répond à plusieurs problématiques, on accélère le ROI. Et le quatrième avantage, c'est qu'on tire parti de ce que c'est bien faire la RFID, notamment pour des problématiques de gestion de parc et d'inventaire rapide. On revient donc sur notre terrain de jeu, notre périmètre, et on va zoomer sur la partie localisation. Alors, les problématiques que va avoir un ou une responsable de production et logistique, ça va être d'avoir une vision temps réel de l'état de la production, où se trouve la matière, et puis bien sûr les indicateurs, les fameux KPI. Ensuite, ça va être de supprimer les temps de recherche de matériel et d'encours, et même dans une usine bien organisée avec du Lean et du 5S, même avec une usine qui est équipée du meilleur MES ou du meilleur ERP, eh bien, il y a des temps perdus à rechercher de la matière. Les industriels qui nous écoutent savent bien de quoi je parle. Ensuite, connaître tous les détails des process, notamment les temps intermédiaires, pour les améliorer. C'est Deming qui disait que tout ce qui se mesure s'améliore. Si on veut améliorer les choses dans une philosophie Lean, là encore, je vous ai dit qu'on parlerait beaucoup de Lean aujourd'hui, c'est un ancrage fort. Si on veut améliorer les choses, il faut collecter de l'information. Ensuite, optimiser l'implantation, le layout physique de l'atelier, savoir par où passe vraiment la matière, soit pour dimensionner des points de passage ou également pour répondre à des enjeux de sécurité, de sûreté. Ensuite, d'un point de vue qualité, prévenir les erreurs d'emplacement de l'eau, voire d'outillage sur machine. On a des clients qui utilisent notre solution pour détecter et tracer automatiquement quel outil est mis sur quelle machine, à la fois pour des problématiques de traçabilité et des problématiques qualité. Ensuite, optimiser l'utilisation des équipements et des outillages. Et enfin, supprimer le papier. Donc là, on a un peu un panel, et vous retrouverez ces éléments dans les cas d'usage que je vais présenter ensuite. Vous avez un panel des questions que se posent nos clients lorsqu'ils s'adressent à nous. Alors, ce sont des besoins qui sont communs, mais la réalité, elle est bien différente d'un cas à l'autre, parce que les flux sont différents, parce que le nombre de zones à couvrir est différent, parce que la taille de ces zones est différente, les implantations sont différentes et les besoins en termes de précision de localisation, qui est une question récurrente que l'on a, sont également très, très divers. Donc, on apporte, nous, avec tout à l'heure, je vous parlais d'hybridation avec le Montag, on est à la fois passif et actif, mais on a également un côté hybride, avec le fait qu'on apporte une solution qui est multitechnologique sur la partie localisation. Donc, on a plusieurs technologies qui sont complémentaires. Ces technologies, alors ça va du GPS, donc on a Montag GPS. Le Montag est nativement RFID, donc on peut utiliser et tirer parti de RFID. La RFID, comme ça a été montré dans la présentation précédente, la RFID peut être dans certains cas une solution de localisation, mais également le Montag est compatible avec des devices de zoning, donc des technologies de zoning avec un produit chez nous qui s'appelle le M-Zone, et de la triangulation par UWB notamment, qui va permettre vraiment d'être du GPS indoor. Donc toutes ces technologies peuvent être activables au sein d'un même cas d'usage et de manière assez simple parce qu'elles sont embarquées dans la solution. Elles peuvent coexister au sein d'un même Montag, et en outre, on peut utiliser sur certains Montags des possibilités d'affichage de l'eau et d'ordre de production, de fabrication. Donc, on va au-delà du tracking et de la localisation, parce qu'on s'inscrit dans une démarche zéro papier avec un affichage graphique qui est configurable, un affichage de code barre, et puis on a des boutons qui équipent certains de nos Montags qui permettent de collecter en fait de l'information. Ça peut être de l'endon, ça peut être d'autres déclarations terrain. Je vais y revenir juste après.
Voilà, collecter et informer automatiquement. L'idée, c'est de digitaliser l'ensemble des process en répondant donc à des enjeux de localisation qui peuvent être la localisation dans un entrepôt, dans une usine, dans un atelier, mais également de la localisation sur un poste de travail, sur une étagère, avoir un tracking qui est automatisé. Ce qu'on cherche à faire, là aussi dans une philosophie Lean, une transaction, une saisie sur la plus belle tablette du monde, qui est une Zebra bien entendu, ou dans le meilleur ERP, MES ou WMS du monde, une saisie informatique au sens ligne du terme, c'est un MUDA, c'est un gaspillage. Si on peut automatiser le tracking et la saisie, il faut le faire. Donc, c'est ce qu'on cherche à faire, avoir des indicateurs qui soient automatisés, basés sur des événements terrain, et encore une fois, s'inscrire dans une démarche zéro papier. Alors, j'avance rapidement donc, sur le premier cas d'usage, donc cas d'usage industriel. On est sur une activité qui est de la maintenance des cieux, donc on est dans un domaine ferroviaire, avec un besoin qui est double. En fait, le premier besoin, c'est de localiser le matériel qui est stocké sur un parc extérieur. Désolé pour la faute du E à extérieur, donc on est dans l'outdoor. Et le deuxième besoin, c'est d'avoir le suivi des opérations de maintenance en indoor. Donc sur le besoin 1, bien en fait, on a un process, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on utilise la solution Moontag, où on va avoir un encodage du Moontag ID à la réception, hein, avec des tablettes RFID. Ensuite, on vient clipser donc un Moontag Sensor GPS et la position GPS est prise et sur un applicatif client, les points GPS sont remontés. Ça couvre le besoin 1. Le besoin 2, lorsque le matériel rentre sur le site pour démarrer sa maintenance, on déclipse le Moontag et on vient le remplacer par un Moontag qui a des fonctions de localisation indoor et d'affichage. Alors, ce fait de déclipser et de clipser, en fait, c'est un événement métier en soi. Ça veut dire je commence l'opération de maintenance sans saisie. On sait très bien de quel matériel, de quel essieu il s'agit. Et en fait, on va avoir après, en disposant, dans l'occurrence, c'était des M-zones qui sont disposées au sein de l'atelier, un suivi des étapes automatiquement à chaque poste. Et il y a quelques étapes qui ont besoin d'une collecte d'informations opérateur. Et donc, cette collecte d'informations opérateur, elle est simplifiée. Là aussi, on retrouve une philosophie Lean avec un simple appui-bouton. Donc, tout ce qu'on peut automatiser, tout ce qu'on cherche à collecter de manière automatique avec la localisation, on le fait. Et là où il y a un cerveau humain, parce qu'il y a une décision à prendre, parce qu'il y a quelque chose qui nécessite une interaction supplémentaire, l'opérateur n'a pas besoin de se tourner vers un poste fixe ou un poste mobile, ou d'utiliser un poste mobile. Il est en interaction directement avec la matière, en l'occurrence un essieu, et il appuie sur le bouton. Donc, au total, on a quoi? En fait, on a un avancement en temps réel avec les temps intermédiaires, ce qui permet de piloter de manière plus fine l'activité, et on a une amélioration de la productivité avec un suivi automatisé, il n'y a pas de saisie systématique, et une réduction des pertes de temps liées à la recherche. Là, on est sur plus de 80% de réduction, et enfin, une réduction du papier. Donc voilà, ça c'est le premier cas d'usage très concret. Le deuxième cas d'usage, on est toujours dans l'industrie, on est sur l'industrie manufacturière, la production de composants mécaniques. Il y a 500 OF, il y a une trentaine d'étapes, avec un flux qui va être concentré sur une zone de production, et on quitte la zone de production par ce point de passage là, qui est matérialisé par la petite flèche, vers une zone de stock. Donc là, on utilise un Moontag. En zone de production, donc on a une association qui est automatisée entre le bac qui contient l'encours et les ordres de travail. On a un suivi et une localisation des bacs qui est à la fois fait par de la triangulation au sein de l'usine, donc avec une précision qui va être autour du mètre à peu près. Et sur certains postes de travail, on a du micro-zoning.
avec du M-Zone pour savoir si on est à gauche du poste, à droite du poste, avec l'emplacement physique indique finalement une étape de process, donc sur certains postes opérateurs. Et on a de la déclaration opérateur. Alors, ce n'est pas de la déclaration opérateur sur du suivi de l'avancement, c'est plutôt de la déclaration sur un événement anormal qui se passe et qui est fait directement sur le bac d'encours, ce qui permet de changer l'affichage dynamique. Et en fin de production, le Mountag Sensor est déclipsé, donc il fait qu'il ne reste sur le bac que l'identifiant Mountag ID, que l'identifiant passif. Et on a une continuité en fait de la solution, puisque lorsque le bac rentre en zone de stock, la zone de stock est équipée d'antennes, de lecteurs RFID. Et en fait, pour des fins de stock, c'est la partie passive qui prend le relais lorsque le bac est positionné sur des étagères. Donc, on a finalement une continuité de fonctionnement à la fois sur la partie production et sur la partie stock. Donc les avantages, on retrouve un peu les avantages qui ont été évoqués dans les présentations précédentes et puis dans le cas d'usage précédent, avec un avancement en temps réel avec des temps intermédiaires, ce qui permet de piloter l'activité et les flux, une productivité avec un suivi automatisé, une réduction des pertes de recherche matière et puis de la réduction papier. Donc, au travers de ces deux cas d'usage, on s'aperçoit que finalement la réalisation de ce qu'on appelle maintenant le jumeau numérique des flux matières, et c'est ce qu'on cherche à faire, c'est un mix de technologies. Donc, on est dans l'hybride, vive l'hybride, parce qu'il n'y a pas une seule technologie, en tout cas assez rarement, une seule technologie va être capable de répondre à un besoin. Et donc, ce qu'il faut, c'est intégrer. Alors, cette intégration, c'est à la fois l'intégration de plusieurs technologies au sein d'une même solution, et puis bien sûr l'intégration dans le système d'information. Dans les deux cas, il ne faut pas en avoir peur, parce que d'une part, notre solution est nativement hybride, que ce soit au niveau matériel et logiciel. Vous l'avez vu, la technologie Mountag porte en elle-même plusieurs technologies. Et puis sur le plan intégration informatique, on a une brique logicielle qui est ouverte, qui permet à des intégrateurs, comme CIPAM par exemple, de l'intégrer dans un système d'information du client. Voilà. Et de surcroît, la solution, dans certains cas, ça nous est déjà arrivé, peut se suffire à elle-même avec des fonctions assez basiques. On ne remplace bien entendu pas tous les applicatifs métiers, mais sur certains cas assez simples, elle peut se suffire elle-même. Et donc, dernier point, on parle beaucoup de ces solutions dans les grands groupes, et je pense que les enjeux, on a quand même un tissu industriel en France qui est constitué de beaucoup de PME, PMI, et l'enjeu de la digitalisation, c'est effectivement les grands groupes, les ETI, mais c'est aussi digitaliser toutes ces sociétés industrielles de quelques dizaines de personnes pour certaines. Et donc, notre solution est aussi conçue et accessible pour des PME, PMI. Je pense que c'est un point important à souligner. Voilà, je vous remercie. Et donc, Philippe, je te repasse la main. Est-ce qu'au niveau timing, on est bon? Je pense qu'on doit oui. Oui, Frédéric, merci infiniment parce qu'on est dans le bon timing, a priori, et je te remercie de toutes ces précisions éclairantes et compréhensibles pour tout un chacun, notamment des professionnels, mais bon, c'est tout à fait pertinent. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, je suis en train de regarder les questions, donc je vois qu'un certain nombre de questions ont été posées, dont certaines ont obtenu des réponses par écrit. Mais peut-être que une question qui a été posée à Christophe François de Zebra pourrait aussi se généraliser aux autres intervenants.
je la donne comme ça, brute de fonderie. Quelle est votre démarche pour évaluer les bénéfices attendus pour un client dans la mise en œuvre de projets de cette nature? Alors, on imagine bien que c'est les projets dont vous avez évoqué les retours d'expérience. Alors, pour ce qui nous concerne, nous, c'est de l'immersion. Donc, on n'est pas un cabinet de consultants, donc on ne va pas analyser, revoir et améliorer les processus. Pour autant, en tant que fabricant, et on le fait d'ailleurs main dans la main avec les intégrateurs partenaires avec lesquels on travaille, on joue open book avec les utilisateurs finaux, avec les clients, pour être un peu immersif dans les process, pour comprendre le cas d'usage. Alors, ce n'est pas que l'environnement physique, hein, c'est également les processus de travail. Donc, ça nécessite un travail un peu amont pour pouvoir co-construire le retour sur investissement et puis pointer vers la bonne solution. Tout à l'heure, je parlais juste sur un des slides, je parle sur la diversité des usages de précision de localisation. On a systématiquement cette question de savoir, mais vous êtes précis à combien? Et bien entendu, tous les industriels, tous nos clients voudraient et recherchent la solution la plus précise possible en termes de localisation. Sauf que ce n'est pas forcément la bonne question à se poser. Et on rembobine un petit peu par rapport à ça, justement par ce travail immersif. Donc, c'est une co-construction du retour sur investissement par des échanges et une proximité avec les clients. Ok, merci Frédéric. Vincent, as-tu quelque chose à rajouter sur ce point? Je crois que je n'aurais pas mieux dit que Frédéric, mais c'est exactement le discours qu'on a. Alors, si on fait ce webinaire aussi, c'est qu'on a un devoir d'évangélisation et d'explication. Et donc, les systèmes de localisation, les systèmes RTLS, derrière, OK, il y a des technologies, il y a la précision, mais avant tout, c'est comment aider le process industriel. Et donc, c'est exactement la même démarche. On essaie de s'intéresser le plus précisément possible au processus en vigueur chez nos clients et co-construire ensemble quelque chose qui correspond aux besoins. Parce que c'est la technologie, surtout la technologie unique, ne peut pas satisfaire tous les besoins dans l'industrie. Voilà. Oui, bien sûr. Merci Vincent. Donc là, j'ai une autre question qui est un peu multiple, mais auquel on doit pouvoir répondre. C'est la suivante. Alors que la RFID passive renvoie une information qui a été encodée et qui est modifiable, les autres technologies, entre parenthèses UWB, GPS, RFID active, BLE, etc., peuvent-elles retourner au lecteur des données autres que celles de la localisation, de type GPS ou coordonnées, par exemple, des assets? D'autre part, sont-elles, comme la RFID passive, gênées par la présence de métal ou liquide? Oui, je veux bien répondre, si vous m'entendez. Oui. Christophe François Zebra. Alors, effectivement, la RFID passive permet d'utiliser les capacités de lecture et d'écriture du tag pour l'utiliser comme un roadbook. Par contre, c'est quand même assez rare de l'utiliser comme tel parce qu'il y a d'autres inconvénients, notamment de temps de lecture. Et en général, on préfère associer le tag à un identifiant dans une base de données. Même s'il est vrai qu'au cours de sa vie, on peut utiliser le tag en écriture pour effectivement avoir une traçabilité des différents événements au fil du temps. Pour répondre à la deuxième question, il est possible techniquement de le faire avec les RFID actives, donc UWB et autres. Par contre, il y a un autre souci, c'est le souci de durée de vie des batteries. Et lorsqu'on est mis en duplex, la durée de vie des batteries est considérablement affectée. Donc, encore une fois, on est toujours dans le prolongement de ce qui a été dit précédemment. On est toujours dans une discussion qui fait que la solution va être adaptée au mieux à un besoin spécifique du client.
il est difficile de généraliser. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Pour ce qui est effectivement des interférences avec système actif ou passif, la RFID passive, par définition, est passive, donc elle émet une énergie induite par un lecteur, générateur d'énergie. Donc, effectivement, la distance à laquelle elle peut émettre est limitée et potentiellement gênée par la présence de métal. On aura moins cette problématique avec de la RFID active, encore une fois, parce qu'effectivement, elle émet un signal avec une source d'énergie, donc elle est moins sensible. Par contre, elle a d'autres inconvénients. Encore une fois, comme c'était dit précédemment, aucune solution n'est universelle et on ne peut arriver à résoudre une problématique client qu'avec une compréhension précise du besoin et une réponse qui peut être multi-technologie. Donc, chaque technologie a ses avantages et ses inconvénients et elles seront pondérées en fonction du cas rencontré. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Non, non, c'est parfait. C'est toute la complexité de l'intégration et de la mise au point de solutions à base d'identifiants radio et qui communiquent via la radio, que ce soit de la RFID, du GPS, de l'UWB, du Bluetooth, etc., etc. OK, donc ce qui veut dire qu'on a vraiment, les utilisateurs finaux ont vraiment besoin à un moment donné d'avoir affaire à des experts et des intégrateurs qui ont accumulé et capitalisé une longue expérience dans la mise au point et la mise en œuvre de solutions optimales, autant technologiques que économiques. Voilà, eh ben, écoutez, je suis ravi qu'on puisse aller déjeuner tranquillement, hein, sans courir. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de vos interventions qui ont été bien tenues dans le timing et qui ont été très claires et très illustratives. Voilà, et je remercie par ailleurs l'ensemble des présents face à notre écran. Voilà, donc merci Frédéric, merci Christophe, merci François, merci Vincent. À très bientôt. Merci à vous. Merci à tous. À votre Bonne journée disposition. et bon appétit. Bon appétit. Au revoir. Oui, merci. Au revoir. Au revoir.